Toute la classe politique ivoirienne a les yeux rivés sur la présidentielle de 2020. Le président Alassane Ouattara laisse planer le doute sur un éventuel troisième mandat. En tout cas, les grandes manœuvres ont commencé, le jeu des alliances aussi. L'actualité politique, les grands dossiers de la Côte d'Ivoire. On en parle avec Mamadou Touré, porte-parole du RDR, parti d'Alassane Ouattara. Bonsoir. Bonsoir. Alors, depuis plusieurs mois, c'est la crise dans la coalition au pouvoir entre le RDR d'Alassane Ouattara, le PDCI d'Henri Konan Bédié. C'est la fin de l'union sacrée? Non, je ne parlerai pas de crise. Il y a certainement des débats comme il en est dans tout parti ou dans tout groupement de partis politiques. Nous avons une alliance qui existe depuis 2005. Et la plateforme des oufouettistes a été signée en 2005. Nous avons pu, grâce à cette alliance, obtenir la restauration de la démocratie après que Laurent Gbagbo ait tenté d'usurper le pouvoir en 2011. Nous avons pu, grâce au leadership du président Ouattara et à cette alliance politique qui arrive aux affaires, relancer notre économie, consolider la paix. Nous sommes allés aux élections de 2015 dans le cadre donc, de cette alliance qui a permis donc, de consolider la situation précédemment décrite. Nous avons créé un groupement de partis politiques reconnus par le ministère de l'Intérieur en août 2015. Nous avons estimé, en tout cas, le président Alassane Ouattara et le président Konan Bédié et les autres partis du RHDP, que la prochaine étape, c'était le parti unifié. Maintenant, sur le timing, les conditions pour aller à ce parti unifié, un comité de haut niveau a été mis en place, co-présidé par le vice-président Kambala Duncan et le premier ministre Amadou Gon. Et ce comité est à la tâche et ce comité devra donc définir la méthodologie, le chronogramme et les modalités pour aller au parti unifié rapidement. On a l'impression quand même que cette idée de parti unifié bat de l'aile. Selon le PDCI, un pacte avait été scellé. Ils attendent un retour d'ascenseur, que le RDR soutienne le candidat du PDCI comme il l'avait fait 2 fois auparavant pour Alassane Ouattara. Est-ce que ce pacte est le point de blocage aujourd'hui? Alors, 2 choses. Les débats internes au PDCI ne doivent pas être analysés comme la position officielle du PDCI. Il existe certes au sein du PDCI des courants qui ne sont pas forcément d'accord avec les choses telles qu'elles sont en train de se faire et qui tendent à remettre en cause le parti unifié, mais ce courant est minoritaire. Et la preuve donc que ce courant est minoritaire, c'est que les élections sénatoriales qui vont s'organiser dans une semaine, ces élections, on le fera en RHDP, en accord avec tous les partis donc, du RHDP. Sur 2020, la présidentielle. Sur la présidentielle 2020, la position du président Alassane Ouattara et que le RDR rejoint en termes de position est que ce débat relève des prérogatives des 2 présidents. Et d'ailleurs, le président Henri Konan Bédié, dans une interview à Jeune Afrique, avait même bien dit que ce débat était malsain et qu'il revenait à lui, et au président Ouattara de définir l'avenir. Pour l'heure, nous nous sommes à la tâche. Nous avons été élus en 2015. Les Ivoiriens nous ont accordé leur confiance au président Ouattara pour régler leurs préoccupations. Et le président est à la tâche pour faire en sorte que nous ayons des avancées au niveau économique, au niveau social. Justement, ces tensions politiques créent la psychose dans l'opinion. Ça rappelle de mauvais souvenirs. Ce sont les mêmes ingrédients qui ont conduit à la crise de 2010. Que dites-vous aux Ivoiriens qui s'inquiètent de la situation aujourd'hui, de ces tensions politiques? Non, il n'y a pas de crise, je vous l'ai dit. La preuve, c'est que la semaine dernière, le groupement politique s'est réuni et est tombé d'accord pour aller aux élections sénatoriales en RHDP. Les débats qu'il peut y avoir au sein de ce groupement sur les modalités pour aller au parti unifié ne peuvent pas être analysés comme une remise en cause du parti unifié. Nous sommes dans une bonne dynamique, une dynamique qui a pour seul enjeu la paix et la stabilité donc, dans ce pays. Les 2 présidents, Alassane Ouattara, pour président d'honneur du RDR et le président Konan Bédié, président donc du PDCI, ont à cœur de faire en sorte que les générations à venir puissent avoir un pays stable. Et cela passe pour nous par le parti unifié qui se mettra en place très bientôt. Et pourquoi Alassane Ouattara fait-il planer le doute sur sa candidature? Mais pourquoi voulez-vous qu'Alassane Ouattara fasse de sa candidature un débat actuellement alors qu'il y a à peine 3 ans qu'il a été... les Ivoiriens lui ont renouvelé leur confiance. Il a été élu pour s'occuper des Ivoiriens. Vous savez, nous avons énormément de défis. La décennie de crise que nous avons connue a plongé carrément ce pays. Nous avons des défis au niveau de l'éducation, nous avons des défis au niveau donc, de l'accès aux infrastructures de base des populations, nous avons des défis sécuritaires. Vous savez un peu, que ce soit en interne avec la réforme de l'armée, mais les pays qui nous entourent, avec tous les mouvements djihadistes que nous avons aux portes de certains pays, Alassane Ouattara est à la tâche pour faire avancer la Côte d'Ivoire et s'occuper des préoccupations de ces Ivoiriens. N'anticipez pas sur un débat qui n'a pas sa raison d'être. On va justement passer au chapitre économique. Alors, les exportations de café sont bloquées depuis plus d'1 semaine au port d'Abidjan en raison d'un conflit avec le Conseil Café Cacao. Est-ce que cette
crise ne risque-t-elle pas d'engendrer des pertes alors que les exportations sont déjà en chute libre? Vous avez bien évidemment vu le communiqué qui a été produit par le Conseil Café Cacao, qui s'est préoccupé donc de cette situation et qui a bien expliqué dans son communiqué qu'il s'agissait donc d'un problème technique, et du fait donc de la rareté des navires, et que toutes les dispositions donc étaient en train d'être prises pour remédier à cette situation et stocker donc le café qui est déjà donc au port, et permettre aussi à certains planteurs donc d'évacuer leur café au niveau donc du port. Donc je pense que le Conseil Café Cacao, qui est l'autorité de... La situation va se régler dans les prochains jours? En tout cas, le communiqué le dit. La situation a été prise à bras le corps par le Conseil Café Cacao, qui est en train donc de trouver des solutions le plus rapidement possible. Abordons maintenant la question du cacao. Encore une fois, la filière fait vivre plus d'un Ivoirien sur deux. Les cours se sont effondrés. Le cacao a perdu plus de 30% en 18 mois. Comment l'État peut-il aujourd'hui sécuriser les producteurs et les emplois liés à leur brin? Alors, ça a été une situation difficile qui a été vécue par notre pays. Une situation qui est intervenue à un moment où nous avions une croissance économique assez dynamique. Une situation qui a été, je peux vous le dire, très mal vécue par le président de la République, qui attache beaucoup de prix aux conditions de vie donc, de ses concitoyens en général, mais des paysans en particulier. La perte de ces ressources a été compensée en partie par le Conseil Café Cacao, une instance qui a été mise en place. Mais comment préserver les emplois aujourd'hui? La situation est grave, tout le monde le sait. Non, ce qui a été fait, c'est de garantir aux paysans un prix minimum. Et ce prix a été garanti. L'État a dû renoncer à certaines taxes pour permettre aux paysans donc d'avoir ce prix minimum. Mais donc c'est une situation qui préoccupe. Et aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour remédier à cette situation. Mais vous savez, c'est une conjoncture internationale. C'est une conjoncture internationale. Trop de cacao sur le marché international. Et justement, pourquoi ne pas transformer en Côte d'Ivoire? Mais la Côte d'Ivoire a engagé, en tout cas à l'occasion du second mandat du président Ouattara, un projet de transformation structurelle de notre économie. Et cela passe par la transformation de certains produits tels que le cacao. Et nous ambitionnons d'ici 2020 transformer au moins à peu près la moitié de notre production. Des contrats ont été signés avec de grosses entreprises qui vont le faire. Et nous pensons que dans les 2 prochaines années, la Côte d'Ivoire pourra donc transformer la moitié de sa production en cacao. Alors l'emploi, en continuant à en parler, l'économie se porte bien en Côte d'Ivoire avec 7% de croissance. Et en même temps, il est un des pays où les candidats à l'exil restent nombreux. En tant que ministre de la formation professionnelle, comment vous expliquez ce paradoxe? Alors, 2 choses. Il faut noter que, et toutes les études le démontrent aujourd'hui, la plupart des jeunes qui vont donc en exil, qui prennent la route du désert, le font à partir de ressources mobilisées. Toutes les statistiques le montrent. Donc, ce n'est pas forcément des jeunes qui sont les plus vulnérables qui s'adonnent donc à ce genre de pratique. Il y a des jeunes, je ne dis pas tous, mais il y a des jeunes qui, après mobilisation des ressources de leur famille, qui même après la vente de leurs effets de commerce, qui s'adonnent à ce genre de pratique. Et le gouvernement est en train de tout mettre en œuvre à travers des sensibilisations pour dire à ces jeunes que des opportunités sont en train d'être créées dans leur pays, leur place est dans leur pays, et leur pays a le devoir de leur créer toutes les conditions possibles, ce qui est en train de se faire. Sur la question du chômage des jeunes, nous avons trouvé une situation désastreuse. Savez-vous qu'en 2000 et 2010, près de 400 jeunes Ivoiriens étaient éjectés de notre système scolaire sans qualification, donc étaient destinés directement au chômage. Des réformes ont été entreprises, une agence emploi jeune a été créée. Aujourd'hui, la formation professionnelle que je dirige à travers le secrétariat d'État fait partie des priorités donc, du gouvernement. À travers donc, la remise à niveau de notre dispositif de formation professionnelle, nous permettons à ces jeunes d'avoir des formations qualifiantes. On a compris, des réformes sont en cours. Je voudrais évoquer aussi un sujet qui choque les Ivoiriens, l'assassinat du petit Bouba comme sacrifice. Depuis le début de l'année, plus de 40 enfants ont disparu. Le président en personne a vivement réagi. Regardez. Je condamne avec la plus grande fermeté ces crimes ignobles perpétrés sur des enfants sans défense. Il ne doit plus jamais y avoir de cas de Bouba en Côte d'Ivoire. Alors après la colère et l'émotion d'Alassane Ouattara, comment fait-on concrètement pour éradiquer ces pratiques ? Déjà, c'est, comme le président l'a dit, les mesures sécuritaires qui sont prises. La plupart donc, des personnes mêlées à cette affaire ont été arrêtées, ce qui démontre une certaine efficacité donc, des forces de l'ordre et de la sécurité en Côte d'Ivoire. D'autres cas s'étaient signalés. Des enfants qui avaient été enlevés ont pu être retrouvés.
Et le message du président de la République est clair. Tous ceux qui seront mêlés à ce genre de situation vont subir la rigueur de la loi. Les enfants, c'est l'avenir de notre pays. Les enfants ne peuvent pas être objets de sacrifices rituels. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire. Ça se passe au Nigeria, dans d'autres pays. Et les mesures sont en train d'être prises pour que cela ne se produise plus. La perte des valeurs, la recherche effrénée des ressources financières ne doit pas conduire à ce genre de crime. Et c'est toute la Côte d'Ivoire qui a été émue par rapport donc à ce drame et qui pour nous ne doit plus jamais se reproduire. Laissons les enfants vivre. Ils sont notre avenir. Ils sont l'avenir de nos pays. Alors, beaucoup d'Ivoiriens pensent que les politiques commettent des crimes rituels. Vous qui êtes un cadre du milieu, est-ce que vous avez déjà eu vent de ces pratiques dans la politique ? Moi, je n'ai pas eu vent de ces pratiques dans la politique. Je sais que nous avons eu vent de ce que il y a des sacrifices rituels qui sont faits pour chercher de l'argent. Et d'ailleurs, celui qui a été arrêté l'a dit lui-même. Il a fait ce sacrifice pour s'enrichir. Ce qu'il nous faut, en fait, c'est de revenir à nos fondamentaux, revenir aux valeurs. Et quand le président de la République, Alassane Ouattara, parle d'Ivoiriens nouveaux, c'est parce qu'il y a eu pendant des décennies une inversion des valeurs dans notre pays, où on pense que par les raccourcis, on peut réussir. Il faut revenir à des valeurs, et ces valeurs aujourd'hui sont celles prônées par le président de la République, c'est-à-dire des valeurs d'humanité, des valeurs positives, de respect des droits de l'homme. Et c'est autant de sensibilisations qui seront faites ces prochains mois, ces prochaines semaines. Nous disons que les Ivoiriens, enfin les enfants, ne peuvent pas être l'objet d'assassinats de la part de personnes qui, manifestement, ont perdu toute sens de l'humanité. Alors, sujet essentiel aussi pour les Ivoiriens, la sécurité. L'année 2017 a été émaillée par de nombreuses mutineries. Aujourd'hui, comment dépolitiser l'armée ? L'armée est dans un processus de reconstruction. Une loi de programmation militaire a été adoptée. Et cette loi donne aujourd'hui une perspective à notre armée, que ce soit en termes de formation, que ce soit en termes d'équipement. Nous avons eu 2 chocs l'année dernière, notamment les mutineries du mois de janvier et du mois de mai. Après ces chocs, d'autres mesures ont été prises pour accélérer la mise en œuvre donc la restructuration de l'armée. Mais il faut admettre que nous avons un défi énorme, puisque nous avons eu, avec donc la crise que nous avons connue, une armée qui, depuis la fin des années 90, est rentrée dans un processus de déconstruction. Et aujourd'hui, ce que le président Ouattara a comme chantier essentiel, c'est de faire en sorte que nous ayons des forces véritablement républicaines. Mais comment les réformer concrètement aujourd'hui ? Il faut tout raser ? Non, on ne dit pas de tout raser. Ce qu'on dit, c'est que d'abord, la formation, permettre donc à ces jeunes d'avoir donc une formation adéquate, les équiper, leur permettre de travailler dans des conditions optimales. Voilà les chantiers essentiels qui permettront donc à la Côte d'Ivoire d'avoir une vraie armée, et c'est ce chantier qui est en cours. Cette question de l'armée est partie prenante de la réconciliation nationale. Quel acte fort peut-on attendre du président Alassane Ouattara à quelques mois de la fin de son mandat ? Mais le président Alassane Ouattara lui-même aura l'opportunité de poser l'acte fort à la fin de son mandat qu'il voudra poser. Mais vous devez admettre que déjà, il y a des actes forts qui ont été posés. 90% de nos concitoyens qui étaient en exil sont de retour. Il a lui-même sillonné plusieurs pays de la sous-région, le Togo, le Bénin, le Ghana, pour aller à la rencontre de ses concitoyens et leur demander de revenir. Les conditions de leur retour ont été donc créées. Savez-vous que la plupart des partisans de l'ex-président qui est en exil, qui avaient perdu leur emploi au niveau de la fonction publique, ont été intégrés, y compris le fils donc, de l'ex-président. Savez-vous que la plupart des personnes, des enfants qui s'étaient réfugiés, près de 5000 ont été réinscrits donc, dans des programmes scolaires et ont repris la route de l'école. Savez-vous que des personnes qui avaient perdu leur domicile, qui étaient illégitimement occupées, pour plus de 90% ont retrouvé leur domicile. Voici autant d'actes forts posés par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Maintenant, ce que nous disons, c'est que l'initiative de la réconciliation n'est pas seulement d'un seul camp. Il faut aussi que l'autre camp accepte de rentrer dans le jeu démocratique, dans le jeu de la réconciliation, en posant des actes ou en évitant des actes qui peuvent remettre en cause les acquis que nous avons aujourd'hui. On a entendu, la réconciliation est en cours. Merci Mamadou Touré d'avoir accepté notre invitation.